Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1080 de One Piece qui s'intitule Le héros de la légende. Alors le chapitre est sorti il y a une semaine, hein, je suis bien au courant, mais voilà, j'étais pas dans un très bon mood, voilà, donc j'ai pas fait de vidéo sur le chapitre. Je le fais maintenant tout simplement parce que ce week-end, parce que pour ceux qui le savent, officiellement les chapitres sortent sur des sites comme Manga Plus, parce que moi je lis ça sur Manga Plus le dimanche vers 16h ou 17h, ça dépend en fonction de heure d'été, heure d'hiver. Mais globalement, ça sort le dimanche. Et comme là, on avait une semaine de pause, donc ce dimanche, il n'y avait pas de chapitre. Et vous savez qu'habituellement, moi, je sens ma vidéo le lendemain, donc le lundi. Donc aujourd'hui, ce lundi, comme techniquement, il n'est pas censé avoir de chapitre, comme on est censé être en pause, et ben, vous avez cette vidéo sur le chapitre 1080. Voilà, ce qui fait que techniquement, je suis un peu en retard pour ce chapitre, mais comme de toute façon, il n'y en avait pas cette semaine, c'est pas hyper grave non plus. Donc on va revenir sur ce chapitre que j'avais déjà lu quand il est sorti et que j'ai relu une deuxième fois pour vous tout simplement. Donc on commence avec une première page que j'ai pas trouvée hyper intéressante honnêtement, hein. On a une vignette sur demande de Kawamatsu et Hiyori qui font des origamis. Alors c'est une demande spéciale d'un fan parce qu'il y a un nom qui a été marqué, je ne l'ai pas mis parce que voilà. Donc ce sera peut-être dans la capture d'écran, je ne sais pas encore. Mais voilà. En tout cas, quand je dis que c'est pas que j'aime pas Kawamatsu ou Hiyori, c'est juste que ben on a commencé avec Luffy il y a 2 3 semaines parce qu'on a eu un chapitre, une pause, un chapitre, une pause, donc je suis un peu perdu sur le nombre de temps qui est sorti le chapitre précédent. Mais voilà, on a commencé avec Luffy et je me suis dit ce serait bien qu'on ait, tu vois, à chaque chapitre un membre des Mugiwara en train de faire quelque chose, comme c'est souvent le cas hein, habituellement. Et là, le fait qu'on passe direct à un des 7 samouraïs avec Hiyori, ben, enfin des 9 fourreaux rouges là, euh, voilà, ça m'a un peu déçu parce que je m'attendais à un Mugiwara. Après, j'ai rien contre Kawamatsu, mais les fourreaux rouges, honnêtement, c'était pas des personnages que j'ai vraiment appréciés. Je les ai pas détestés, mais je les ai pas trouvés dingues non plus, à part. Comment il s'appelle? Purée, je l'ai en tête, qui est le mec qui est tout le temps avec. Enfin, qu'ils ont rencontré avec Momo à Punk Hazard. J'ai totalement oublié son nom. J'ai son visuel, mais j'ai oublié son nom. Bref, de toute façon, vous voyez sûrement de qui je parle. Bref, on entre dans le vif du sujet avec le chapitre qui va ouvrir sur la ruche chez Barbe Noire avec Kobe qui s'est enfui de sa cellule et on apprend que la Cross Guild a mis à prix la tête des membres de la marine. Alors on le savait déjà, sauf que cette fois on a un exemple concret vraiment des primes imposées par la Cross Guild. Et notamment, ils ont un système d'étoiles comme Doflamingo avait quand il y a eu l'arc de Dressrosa. Et notamment, la tête de Kobe est mise à prix à 5 étoiles, donc ce qui équivaut à peu près à 500 millions de berries. Donc on peut à peu près dire qu'une étoile c'est environ 100 millions de berries. Même si Kobe il est colonel, et qu'on apprend que normalement un colonel c'est seulement une étoile, mais Kobe étant le héros du peuple, et ben cela lui a rajouté 4 étoiles sur la tête.
Du coup, on découvre qu'il y a également des esclaves qui se sont aussi échappés. Voilà, et que Kobe est membre du Sword, tout ça. Bon, on le savait déjà, mais on a un petit rappel. Et ce dernier, en tant que héros du peuple, va décider de faire diversion pour sauver les esclaves. Par la même occasion, on redécouvre un peu l'équipage de Barbe Noire, mais avec les fruits du démon qu'ils ont fraîchement obtenus, puisque quand on les a découverts, la majorité n'avait pas de fruits du démon. Mais avec le temps et la chasse aux fruits, tous désormais ont l'air d'avoir un fruit du démon. Alors j'avoue que j'ai pas spécialement compris l'utilité de tous, hein, mais on verra le jour où l'équipage de Barbe Noire passera au combat. Bref, on a Shiryu de la pluie qui a le fruit de l'invisibilité, bon ça on le sait depuis un petit moment. Avalo Pizarro, le roi des pavrais, qui a le fruit d'Il Homme Il. Alors j'ai aucune idée d'à quoi ça peut servir, à part à un moment donné on le voit au niveau d'un immeuble ou d'une pierre en train de prendre la forme de son visage et qui parle à travers, bref. Je sais pas trop à quoi lui sert ce pouvoir d'Homme Il, à part peut-être qu'il puisse se déplacer, faire déplacer l'île, mais du coup ça aurait aucun intérêt à ce que Barbe Noire est un navire, hein, ils pourraient déplacer leur pays un peu comme le Jirma 66. Et en plus, techniquement, un fruit du démon est censé craindre l'eau, donc être une île, c'est être posé sur l'eau. Donc techniquement, il devrait couler. Enfin bref, on verra vraiment le jour où, l'équipage sera plus développé, ce à quoi sert ce fruit du démon. En tout cas, il me paraît un peu étrange, mais bon, on verra. On a Vasco Shot, le roi de la bibine, qui possède le fruit du glou-glou homme alcool. Encore une fois, je vois pas trop ce que ça peut donner comme pouvoir, le fruit de l'alcool. Voilà, surtout que encore on n'aurait pas eu le coup de Kaido avec l'alcool joyeux, l'alcool méchant, l'alcool triste et tout ça. On aurait pu imaginer ça sur Vasco Shot, mais du coup, s'ils font ça, en fait, ce serait juste un copier-coller de ce qu'on aurait vu de Kaido à Wano Kuni. Donc, j'ai aucune idée de ce que va donner également ce fruit du démon lors d'un affrontement. Même si apparemment il y a quand même un lien avec le feu, puisque Vasco Shot veut brûler toute la ville. Bref. Ou encore, on a San Juan Wolf, le cuirassé géant, qui a le fruit du gigantisme homme géant. Et encore une fois, je ne vois pas l'intérêt de ce fruit. Dans le cas où San Juan est déjà un géant, et que là il a le fruit du gigantisme homme géant, donc j'imagine un fruit qui est un peu comme Ant-Man, où il y a Ant-Man et Atom du côté de DC qui ont parfois la capacité de grandir, de devenir gigantesques. Il y a Cassandra Lang, la fille de Scott Lang, qui a aussi ce pouvoir-là dans les New Avengers. Bref, ce que je veux dire, c'est que je comprends pas pourquoi encore ce serait un homme normal qui aurait ce pouvoir. Ce serait cool, mais là c'est un géant qui a le pouvoir de devenir encore plus géant selon le nom du fruit du démon. Encore une fois, on verra quand il combattra les effets de ce fruit du démon, mais encore une fois, ça me paraît pas dingue. Voilà, même Burgess, Burgess qui a le fruit de la force, si j'ai bonne mémoire, pareil, tu dis, ok, le mec est déjà ultra balèze, donc pourquoi avoir un fruit avec ça, même si pour Burgess, je trouve que c'est plutôt logique avec son perso. Bref. Ensuite, on a un flashback où on découvre Barbe Noire et son plan qui est de transformer la ruche en royaume reconnu par le gouvernement mondial. Voilà, il veut qu'en tant qu'empereur, son royaume soit reconnu. Barbe Noire veut également se servir de Kobe pour passer un marché avec le gouvernement, mais ce dernier lui dit que ça ne fonctionnera pas puisqu'il est membre du Sword. Et on a Aokiji, voilà, qui fait partie de l'équipage de Barbe Noire, même si on est quasiment tout sûr hein, que c'est un infiltré, un peu comme l'était X-Drake au sein de Wano Kuni, hein, X-Drake qui était membre du Sword également. Aokiji, on peut facilement l'imaginer soit étant membre du Sword, soit étant un membre des révolutionnaires infiltré chez Barbe Noire. Bref, Aokiji du coup nous apprend que le Sword est une unité spéciale pouvant faire absolument ce qu'elle veut, notamment aller titiller les 4 empereurs, chose qui est interdite par la marine normale, et du coup ils n'ont pas besoin d'obéir à tous les ordres, mais le problème c'est que s'il y a
un truc qui déplaît au gouvernement mondial, la marine peut totalement se débarrasser des membres du SWORD à tout moment. Donc c'est un peu une unité spéciale, voilà, qui est un peu comme les opérations spéciales qu'il y a dans certains pays, hein, dans l'armée. Voilà, qui fait à la fois partie de l'armée, mais qui ne suit pas tous les codes de l'armée et qui peut, notamment en Russie, être extrêmement violent. Bon, là on est dans One Piece, donc voilà, on doute bien que des gens du côté, enfin surtout dans le camp de Kobe, Garp et tout, vont pas être non plus des monstres. Mais bon, vous voyez un peu l'idée. Du coup, Barbe Noire décide quand même de garder son plan actif, tout simplement parce que Kobe étant le héros du peuple, et ben, il veut faire pression sur le peuple en détenant Kobe afin que le peuple lui-même fasse pression sur le gouvernement et que le gouvernement plie à ses demandes. Par la suite, nous avons Perona, donc on voit pareil dans un mini flashback qui est venu libérer Kobe, et c'est vrai qu'au deuxième lecture du chapitre, on voit un soldat en arrière-plan qui a subi le pouvoir d'un des fantômes de Perona, et que c'est comme ça qu'elle a pu voler les clés, au cas où certains se demanderaient, parce que c'est vrai qu'à la première lecture tu dis ok, elle est là, elle le libère, comment elle a réussi, et effectivement son pouvoir peut être assez puissant quand même. Du coup elle libère Kobe, elle lui demande de libérer Moria par la même occasion, ce qui est assez normal puisque voilà, elle est quand même attachée à Moria et que ben, ce dernier n'est pas mort. Alors c'est vrai qu'on aurait pu imaginer que Moria ait été tué pour qu'on prenne son fruit du démon. Le truc c'est que Barbe Noire, il a besoin des poneglyphes pour aller à Loftel et devenir le roi des pirates. Le truc c'est que il ne peut pas de lui-même aller dans Wano Kuni parce qu'il ne sait pas comment s'y rendre. Comme les trois quarts des gens, extrêmement peu savent comment se rendre à Wano Kuni, ou du moins comment rentrer dans le royaume en lui-même. S'il y a une personne qui le sait, c'est Moria. Moria, il sait comment y aller, et je pense que c'est pour ça que Barbe Noire a gardé Moria prisonnier, parce qu'il pouvait se servir de Moria pour se rendre à Wano Kuni et récupérer le poneglyphe qui se trouve là-bas, le road poneglyph. Après vous vous dites, ok, pourtant aujourd'hui Barbe Noire il s'est retrouvé sur la route de Trafalgar Law afin de voler son poneglyph. Mais justement c'est parce que les nouvelles ayant été éparpillées à travers le monde, Barbe Noire a été mis au courant que Kaido et Big Mom ont été vaincus par Luffy, Kid et Trafalgar, donc il n'a plus besoin de se rendre euh, à Wano Kuni pour récupérer le poneglyph. Il a juste à attendre que quelqu'un vienne sur sa route et lui voler le poneglyph. Ce qui fait que techniquement il n'a plus besoin de Moria, et c'est peut-être pour ça que Perona s'est mise en action maintenant. Bref, on apprend également que des soldats de la marine sont en train d'attaquer l'île pour récupérer Kobe, qui est plutôt étonné qu'on vienne le sauver. On découvre alors trois membres du SWORD, alors qu'on avait sûrement vu un peu plus tôt. Je me souviens de Prince en tout cas, et de d'autres je me demande si on les avait pas également déjà vus quand Hermep dans le QG du SWORD est en train de supplier pour qu'on aille sauver Kobe. Il faudrait que je revoie ce chapitre pour voir si ces trois membres on les avait bien déjà vus, même si Prince j'en suis quasiment sûr parce que vu son style c'est assez marquant. Bref, en réalité, ces membres de la marine sont des membres du SWORD, comme je viens de le dire, et que l'on découvre en action. La première qu'on découvre, c'est Kujaku, qui est sous-amiral du côté du QG de la marine, mais également une membre du SWORD. Elle est la petite fille de Otsuru, donc vous voyez un peu la vieille dame de la marine, hein, et elle possède le fruit du fouet. Donc avec son fouet, elle peut dresser des choses, et notamment ici elle va dresser les immeubles de la ville afin de remanier la place et empêcher tous les pirates qui s'y trouveront de s'enfuir de ce qui va leur arriver juste après. On a également Hibari, que je trouve hyper stylé, qui est lieutenant-colonel et membre du SWORD, et elle est une sorte de sniper. Elle n'a pas l'air d'avoir de fruits du démon, et elle utilise un truc qui s'appelle les JP Flowers pour neutraliser les armes à feu des pirates, qui en gros ont transformé les munitions en fleurs, tout simplement. Voilà, et la scène est assez marrante avec un des pirates qui est en mode oh elles sont belles les fleurs, puis après il est en mode quoi mais pourquoi je trouve que les fleurs sont belles et tout, c'est pas le moment. Bref, la petite scène est plutôt marrante, mais Hibari je la trouve très très stylée. Et ensuite on a Prince Gless qui est sous-amiral comme Kujaku et membre du SWORD, et il possède le fruit de la bouillasse homme argile,
Et c'est également lui qu'on voit un peu plus tôt, alors c'est pas lui qu'on voit, mais qui contrôle les 3 marines qui combattent les pirates sur la place, puisqu'à un moment il y a un pirate qui décapite un des marines, et on se rend compte que la créature est totalement en argile, et en fait c'est Prince qui commande ces trois créatures d'argile à distance pour garder les pirates sur la place. Donc voilà, très belle stratégie des 3 membres du Sword qui sont vraiment stylés. Un Prince, je trouve très stylé, mais aussi il a pas du tout le style d'un mec qui pourrait faire partie d'un truc militaire, mais je le trouve assez stylé. Ibari, je la trouve hyper stylée. Kujaku, elle me fait trop rire avec son côté un peu dominatrice et tout, mais elle est assez stylée aussi. Donc franchement, j'aime bien cette petite unité du Sword. Puis on termine le chapitre avec un navire qui va s'envoler vers la ville, un peu comme le Sony quand ils activent le sorte de canon burst là, je sais plus comment ça s'appelle précisément, qui permet au Sony de faire un vieux saut dans la mer. Et ben ici il y a un vaisseau de la marine qui fait la même. On reconnaît le vaisseau de Garp avec la tête de chien en proue. Et à bord du navire, on reconnaît notamment Tashigi, Hermep et forcément le héros de la légende, Monkey D. Garp. Et on apprend qu'à ses yeux, Kobe est l'avenir de la marine. Et surtout, il envoie une attaque appelée le Galaxy Impact, qui, avec son puissant haki, rase totalement la place où se trouvaient tous les pirates enfermés. Donc on se doute qu'il les a tous foutus KO. Voilà. Voilà un peu pour le chapitre qu'on a eu la semaine dernière. Donc on va arrêter la vidéo là. C'était un bon chapitre, honnêtement je l'ai bien aimé. Alors je trouve un peu dommage qu'on s'éloigne de Egghead, parce qu'à Egghead on nous promet un truc de dingue. Et voilà, on est déjà passé à autre chose avec le combat entre Kid et Shanks. Le combat entre Kid et Shanks c'est rapidement terminé et on ne sait pas trop ce que deviennent Kid et Killer, mais si on se doute bien, c'est Oda qui va pas les tuer. À côté de ça, on a le vaisseau de Barbonnoir, enfin, quand je dis le vaisseau, le bâtiment de... Non, même le bâtiment, enfin, il y a tellement de mots pour parler d'un bateau, de navire, de Barbonnoir, qui, du coup, se rend à Egghead. Mais du coup, on peut deviner à peu près qui est au bord du navire de Barbonnoir, grâce à ce chapitre, puisqu'on voit qui est resté à la ruche. Donc on sait que là-bas il y a Barbe Noire, on sait qu'il y a sûrement Lafitte, Doc Q, un truc comme ça, qu'il y a Jesus, Burgess et Katharina Devon. Je crois que j'ai déjà dit Lafitte, j'ai peut-être pas dit, sûrement ceux-là qui sont là-bas. Et qui sûrement, à part Katharina Devon, qu'on sait depuis très longtemps qu'elle a un fruit du Zoan, les autres ont sûrement chopé des fruits, ou alors... ouais, je crois qu'il y en a, on a vu aussi qu'ils avaient des fruits dans le combat contre Trafalgar, mais je les ai pas tous retenus. Bref. En tout cas, le chapitre permet de voir un peu le cas de Kobe qui s'est enfui, le plan de Barbe Noire, ça c'est intéressant. On voit l'évolution de l'équipage de Barbe Noire avec leurs multiples fruits du démon. Même si on les voit pas en action, mais on apprend du moins que la chasse aux fruits a été prolifique pour l'équipage de Barbe Noire. On découvre un peu plus le Sword et les membres du Sword, ce qui est plutôt cool aussi. Et voilà, c'est un peu tout ce qu'on apprend, qui est plutôt cool. Voilà, donc j'ai hâte qu'on passe à la suite, soit avec Garp face à l'équipage de Barbe Noire qui est encore à la ruche, soit de retour du côté de Egghead, ou encore... Bon non, en fait c'est tout. En fait c'est tout. C'est les deux trucs que j'aimerais le plus voir. La suite de ce qui va se passer à la ruche, la suite de ce qui va se passer à Egghead. Après il y a un truc que j'aimerais beaucoup voir, mais ça c'est plus personnel. Parce qu'on se rend compte que parmi la pire génération, on les a à peu près tous développés. À part J. Whirly Bonnie, parce que c'est dans cet arc-là qu'elle va être développée. Mais on se rend compte que U-Rouge, on approche quand même de la fin de l'histoire, et U-Rouge, on ne connaît rien de lui, on l'a toujours pas revu depuis un bon moment, et ça serait cool qu'à un moment donné, U-Rouge fasse son apparition et qu'on le développe un peu, parce que ce serait dommage quand même de l'avoir teasé comme un des membres de la pire génération, et qu'au final il soit à peine développé à la fin de l'histoire et expédié rapidement, enfin ce serait assez dommage. Bref, en tout cas j'ai beaucoup aimé ce chapitre,
Dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresserait vraiment. Sinon, vous pouvez aller voir l'onglet communauté pour voir toutes mes vidéos sorties pendant la semaine sur toutes mes chaînes. Et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment lundi prochain, pour un nouveau chapitre de One Piece. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao tout le monde.